Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Aujourd'hui, mon ami, on va parler d'un monde de fous. Non, pas un monde de fous, mais un monde parfaitement organisé pour protéger toujours les mêmes. En tout cas, le Soudan est en guerre civile, les amis, entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide de Ahmedti. Le spectacle qui s'offre à vous est terrifiant. Des milliers de morts, des milliers de blessés, des enfants, des femmes, victimes d'une violence inouïe. Des images satellites, des vidéos publiées par les milices elles-mêmes, des corps encore fumants, des traînées de sang. Cette tragédie se déroule en ce moment même au Soudan. À El Fasher, des exécutions sommaires ravagent les rues, acte après acte. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un génocide orchestré par les forces de soutien rapide dirigées par le général Hemedti. Cette hécatombe, trop peu relayée par les médias, a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de civils alors que le chiffre réel demeure largement sous-estimé. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un conflit lointain, les amis. C'est la démonstration que tant que les victimes sont africaines et sans poids géopolitique, on peut laisser mourir des centaines de milliers de personnes sans que ça bouleverse qui que ce soit dans les chancelleries occidentales. Quand le soutien à la Palestine devient un délit. Rima Hassan, les amis, eurodéputée, est convoquée pour la 3e fois pour apologie du terreau. Elle a choisi volontairement de ne pas se protéger derrière son immunité parlementaire pour montrer que ce qui lui arrive, c'est ce qui arrive à des centaines de militants moins médiatisés. On lui reproche quoi au fait? Des tweets où elle cite des penseurs coloniaux, défend des résolutions de l'ONU sur le droit et à la lutte contre la domination coloniale, ou relaie des infos publiques sur des entreprises qui vendent des armes à Israël? Le message envoyé est très clair. Critiquer la politique d'Israël, parler de la colonisation, documenter les complicités économiques, tout ça est progressivement glissé dans la case terreau. Trump, les amis, il insulte 2 journalistes. Aux États-Unis, Trump vient de se distinguer encore une fois. À bord de Air Force One, une journaliste de Bloomberg lui pose une question sur le dossier Epstein. Évidemment qu'il tarde de répondre, parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit, lui, lors de son élection? Enfin, une de ses promesses de campagne, qu'il allait publier le dossier Epstein. Eh bien, là, on lui pose la question et devinez ce qu'il répond. Tais-toi, la truie. Quelques jours plus tard, à l'antenne d'ABC, une autre journaliste ose l'interroger sur le lien entre sa famille, l'Arabie Saoudite et le scandale Epstein. Trump lui balance « Vous êtes une personne horrible » et traite la chaîne de fake news. Ce n'est pas juste un président colérique, c'est un chef d'État qui humilie publiquement des journalistes, des femmes, pour avoir fait leur travail. Bilal, 15 ans, tabassé et traîné derrière une moto. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « la police tue », ce n'est pas qu'elle tue au sens propre du terme. Comprenons-nous bien, et je suis sûr que tout le monde l'avait bien compris. Seulement, tout le monde saute sur le mot au premier degré et l'utilise à des fins politiques, c'est tout. En Seine-Saint-Denis, Bilal, 15 ans, s'est fait interpeller parce qu'il court. Derrière, c'est cauchemar. Tabassé, traîné, menotté derrière une moto. Roué de coups. Forcé à imiter des bruits d'animaux. Jusqu'à se faire dessus de peur, les amis. Sa mère le récupère défiguré, 5 points de soudure à l'arcade. Les policiers sont de la CSI 93, déjà cités dans plusieurs affaires. Ce que décrit la mère de Bilal, ce n'est pas un dérapage isolé. C'est un système où,
quand la victime est jeune, racisée, de quartier populaire, on sait très bien qu'il y aura peu de chances que ça aille jusqu'au bout. Un bus d'écoliers frappé par un drone israélien. Au sud du Liban, dans la localité d'At-Tiri, un drone israélien tire 2 missiles sur une voiture. Problème, juste derrière, il y a un bus scolaire. Des élèves et les chauffeurs sont blessés. Cette frappe arrive quelques heures après un bombardement sur le camp de réfugiés palestiniens d'Aïn el-Heloué. Bon, corrigez-moi si j'ai mal prononcé. En tout cas, qui a déjà fait 13 morts, et ça se produit alors qu'un cessez-le-feu était censé conduire au retrait israélien du sud du pays. N'est-ce pas? La réalité, c'est qu'on vit dans un monde où les écoles, les bus, les camps de réfugiés finissent régulièrement dans les communiqués militaires comme dommages collatéraux. On promet de cesser le feu, on signe des accords, mais sur le terrain, les populations continuent de payer le prix. En vie humaine, évidemment. Lors du débat avec Glucksmann sur LCI, je ne sais pas si vous avez vu le débat, vous pouvez toujours aller voir, mais vous n'en tirez rien de bon, parce que tout ce qu'il y a dans ce débat, c'est des cris et des insultes. Enfin, bref. Éric Zemmour refait son numéro habituel. Il parle d'invasion islamique. Il explique que la diversité est un drame pour la France. Puis, il désigne une femme voilée sur le plateau comme faisant partie d'un projet de conquête. La Troisième République. La dame qui était voilée, là, avec le hijab. Qui est toujours là. Qui est toujours là. Bonjour, madame. Elle l'est toujours. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Et n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, sous la c'est ça la Troisième République. cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir Non, de rue, mais la République... La question est simple. Les électeurs des Zemmour peuvent-ils vraiment croire qu'un voile annoncerait que la France devient islamique? Comment imaginer qu'un simple foulard aurait le pouvoir d'islamiser un pays entier? Au fond, c'est lui, au fond, qui prend les Français pour des idiots, en leur vendant ce fantasme de conquête permanente. À l'Assemblée nationale, le Rassemblement national dépose un amendement pour supprimer 100 millions d'euros d'aide humanitaire française destinée à Gaza. On parle d'une population déjà sous blocus, bombardée, mutilée, déplacée. Le message politique est très simple. Même l'aide minimum, même la nourriture, même les médicaments, c'est trop, c'est encore trop pour eux. On préfère faire des économies sur des gens qui survivent dans des ruines plutôt que de questionner des milliards de contrats d'armement. L'amendement est rejeté, oui, mais il pose le décor. Il y a un courant politique en France qui assume publiquement qu'une population en train de crever n'a pas le droit de la solidarité la plus basique. Total Énergie accusé de complicité de crimes de guerre au Mozambique. En Afrique australe, une ONG allemande, ECCHR, dépose plainte en France contre Total Énergie. Motif? Complicité de crimes de guerre. Motif? Complicité de crimes de guerre. Torture et exécution commises par une unité militaire mozambicaine. Selon la plainte, la multinationale aurait financé et soutenu cette force alors même que des accusations de graves violations circulaient déjà. Au Bénin, les amis, ah, les Africains, le Parlement vient de voter une révision constitutionnelle majeure. Passage du mandat présidentiel à 7 ans. Création d'un Sénat. Allongement des mandats politiques en général. Bienvenue en Afrique. Bon, allez, je veux dire ce que je pense, moi. Disons les choses clairement, les amis. Quand un mandat présidentiel passe à 7 ans, ce n'est plus de la démocratie solide. C'est une démocratie camouflée.
une manière de rester au pouvoir plus longtemps sans assumer d'être un dictateur. Une façon de confisquer le pouvoir tout en prétendant respecter les règles. Sur le papier, ça a l'air légal, mais dans les faits, c'est exactement la stratégie qu'utilisaient les régimes qui veulent durer, perdurer, sans jamais le dire ouvertement. Au Sénat français, un colloque organisé pour le lobby pro-israélien Elnet, Aurore Berger lâche. Il n'y a pas eu de flottille pour les civils soudanais. Pas de pancartes, pas de mobilisation sur les campus. En Ukraine, des femmes sont violées sous les yeux de leurs propres enfants. En République démocratique du Congo, les milices s'en servent comme une arme de terreur. En Syrie, en Irak, à Haïti, le viol est devenu une méthode, une technique, presque une politique. Et cette année encore, au Soudan, des bébés, des enfants ont été violés. Des bébés, des êtres à peine nés ont été torturés, anéantis, déshumanisés, avant même d'avoir eu le temps de dire leurs premiers mots. Les récits se ressemblent, le monde sait, et trop souvent le monde se tait. Il n'y a pas eu de flottille pour les civils soudanais, pas de pancarte, pas de mobilisation sur les campus. Et en disant ces mots, cela m'amène à rappeler ce qui s'est produit le 7 octobre 2023 en Israël. Le viol y a été utilisé au cours du plus grand massacre antisémite de notre siècle. Des femmes ont été violées, mutilées, torturées, massacrées par les terroristes du Hamas parce qu'elles étaient juives et parce qu'elles étaient des femmes. Cette phrase est violente à plusieurs niveaux. D'abord, elle efface des années de mobilisation pour le Soudan discrète parce que peu médiatisée. Ensuite, elle sert à relativiser, voire à attaquer la mobilisation en faveur de la Palestine. Comme si on ne pouvait pas être solidaire de plusieurs peuples à la fois. Et surtout, ça met en compétition les souffrances. Qui mérite le plus de pancartes? Qui mérite une flottille? Qui mérite la médiatisation? Alors qu'en réalité, ce sont souvent les mêmes militants qui dénoncent à la fois les massacres au Darfour, les bombardements à Gaza et les crimes commis ailleurs. Au Bangladesh, les amis, l'ancien premier ministre Sheikh Hasina vient d'être condamné à mort par coutumance pour crimes contre l'humanité, lors de la répression d'un soulèvement d'étudiants qui aurait fait plus de 1400 morts. Elle vit aujourd'hui en exil en Inde. Et son ancien ministre de l'Intérieur est lui aussi condamné. Sur le papier, on parle d'un moment de justice. En réalité, c'est beaucoup plus simple. Un ancien gouvernement qui est tombé, un nouveau qui arrive et cherche à montrer sa force. Ça pose une vraie question. Comment on juge les dirigeants pour leurs crimes sans transformer la justice en instrument de vengeance politique? Et pourquoi certains chefs d'État finissent au tribunal quand d'autres, suivez mon regard, pourtant responsables de massacres documentés, continuent à être reçus avec des tapis rouges en Europe ou aux États-Unis? Itamar Ben-Gvir appelle au assassinat ciblé. En Israël, le ministre de Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, propose tout simplement d'ordonner les assassinats ciblés contre des responsables de l'autorité palestinienne si l'ONU reconnaît un État palestinien. Il explique aussi que Mahmoud Abbas devrait être emprisonné. On parle d'un ministre en exercice qui nie l'existence même d'un peuple palestinien, qui soutient l'expulsion des Palestiniens et qui appelle à tuer leurs dirigeants tout en prétendant défendre la sécurité et sa démocratie. Les mêmes qui donnent des leçons de droit international à la terre entière ferment les yeux quand un allié stratégique normalise ce type de discours. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée. Je commence et je termine. Mais les discussions continuent dans les commentaires les amis. Laissez-moi des schtroumpfs bleus.
Abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.